Alors cette théorie qui décrit les trois forces de la même façon, c'est ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Il a été mis sur pied dans les années 60, il a évidemment subi quelques évolutions, même pas mal, et les gens étaient très confiants dans le fait qu'il pouvait s'agir de la bonne théorie, puisque il n'y avait pas de désaccord avec les expériences, avec les résultats des expériences, qui étaient de plus en plus nombreux. Il faut imaginer cette période, hein, c'est les périodes où on découvre une particule par semaine, hein, une nouvelle particule par semaine. En 64, alors qu'avant la guerre on en connaissait 4, en 1964 on en a 350 nouvelles. Et on comprend tout ça. En tout cas, on comprend les forces ou les interactions qui lient entre elles ces particules. Alors simplement, il y a quelques physiciens qui se sont dit, mais on pourrait faire une expérience de pensée un peu comme Galilée. C'est-à-dire, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'impliquerait cette théorie, le modèle standard, si on postulait qu'elle est vraiment la bonne théorie? Autrement dit, quelles sont les conséquences profondes de la théorie? Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Et qu'est-ce qu'elle dirait, par exemple, de la masse des particules si elle était vraie? Et c'est assez facile de voir, d'ailleurs, c'est un exercice qu'on donne aux étudiants, enfin aux bons étudiants, de vérifier que si le modèle standard était juste, alors les masses de tous les ballons des interactions devraient être nulles. Et par un effet de contagion, les masses de toutes les particules qui participent aux interactions devraient également être nulles. Autrement dit, toutes les particules élémentaires devraient avoir une masse nulle. Voilà ce qu'implique le modèle standard, qui est vrai pour le photon. Le photon a une masse nulle, c'est un ballon de masse nulle. C'est pas vrai pour les bosons intermédiaires qui médiatisent l'interaction faible. Je vous ai dit qu'ils étaient à peu près 100 fois plus lourds que le proton. C'est pas vrai pour les quarks, c'est pas vrai pour l'électron, c'est pas vrai pour les neutrinos. Enfin, c'est pas vrai pour grand monde. D'accord? Donc vous avez une prédiction du modèle standard qui est contradictoire avec les mesures, alors même que cette théorie permet d'expliquer les résultats des expériences. Et donc, c'est un peu toujours la même question. Est-ce qu'on peut avoir raison contre les faits? En général, on dit non. Non, les faits, c'est premier. C'est ce qu'il y a de plus important. Si on commence à contredire les faits, c'est qu'on est dans l'erreur. Et donc, si une théorie fait des prédictions qui ne sont pas confirmées par les faits, c'est qu'elle est fausse. Il faut la reprendre. Et ça a été d'ailleurs le réflexe de la plupart des physiciens qui sont partis dans des voies de recherche différentes pour comprendre les interactions. Ils étaient prêts à abandonner les théories de jauge, puisqu'elles conduisaient à une situation absurde, contradictoire avec l'observation. Alors, en 1964, il y a 3 jeunes physiciens qui se sont souvenus de Galilée, qui se sont souvenus de ce que je vous ai raconté sur Galilée. Le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Et ces 3 physiciens s'appellent Robert Brout, c'était un Américain qui a été naturalisé belge pour pouvoir collaborer avec un autre physicien belge qui s'appelait François Englert. Je crois qu'il avait 26 ans à l'époque, ou 27 ans. L'un était le postdoc de l'autre. Et puis un troisième physicien qui s'appelait Peter Higgs, qui était écossais, qui est toujours écossais d'ailleurs. Les 2 premiers ont publié un article en juin 1964. C'est un article qui n'est même pas un article, en fait c'est une lettre, ce qu'on appelle une lettre, c'est-à-dire ça fait 1 page et demie. C'est 1 page et demie de calcul, assez compliqué, et dans lequel ils disent peut-être que les équations ont raison. C'est-à-dire peut-être que les particules élémentaires ont une masse nulle. Elles ont raison. Alors comment expliquer que nous mesurions des masses non nulles pour les particules? Au lieu de dire que c'est une erreur de mesure ou la preuve que la théorie serait fausse, pourquoi ne pas imaginer que depuis Newton, nous nous trompons sur la signification du concept de masse? C'est-à-dire, pourquoi continuer à dire que la masse des particules de matière serait une propriété intrinsèque des particules de matière? Pourquoi est-ce que la masse viendrait des particules elles-mêmes?
Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'elles auraient en propre et qui leur serait associé du seul fait qu'elles sont de matière? Pourquoi ne pas imaginer que la masse des particules serait une propriété non pas primitive, mais secondaire, c'est-à-dire résultant d'une interaction entre ces particules et le vide, qui du coup n'est pas vide. Okay. Donc la question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les particules élémentaires ont une masse non nulle parce que le vide n'est pas vide? Voilà. Et ils ont fait un gros calcul, enfin, pas gros parce qu'il fait moins d'une page, dans lequel ils montrent qu'on peut imaginer ça. Alors, avant de vous expliquer les choses plus en détail, je reviens sur ce qui a été dit quand on a découvert le Higgs. Oui, on l'appelle boson de Higgs, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'en fait, un physicien américain qui s'appelle Weinberg a inséré cette idée en 71 dans le modèle standard, mais il a cru que Higgs, qui a publié en août, avait publié avant les deux autres. Donc il lui a donné la primauté, alors qu'en fait, ce sont les deux autres qui avaient publié avant, mais ça c'est un détail. Du coup, aujourd'hui, on parle du boson BEH, Brout-Englert-Higgs, ce qui n'est pas très beau. On va plutôt l'appeler, je pense, dans les années qui viennent, on va l'appeler boson H. François Englert, que je connais bien, était partisan, lui, avant d'avoir le prix Nobel, qu'on l'appelle le boson scalaire. Parce qu'il était vexé qu'on ait donné le nom à l'un seul des trois. Et donc il a fait une campagne pour proposer cette appellation. Il est venu à Saclay, dans mon laboratoire, pour nous expliquer tout ça. Et au cours d'un déjeuner, on lui a dit « Boson scalaire, c'est pas une très bonne idée. » Il a dit « Pourquoi ?» On lui a dit « Parce que l'anagramme de boson scalaire, c'est bière sans alcool. » Et là, il a dit « Ah oui, pour un Belge, c'est pas possible. » Donc, bière sans alcool pour un Belge, ça n'existe pas. Donc, il a changé l'appellation. Alors, dans la presse, on a beaucoup lu à cette époque-là que si le boson de Higgs n'existait pas, la matière n'aurait pas de masse et nous n'aurions pas de masse. Il n'y aurait pas de masse dans l'univers. Bon, ça, c'est complètement faux. Si le boson de Higgs n'existait pas, nous aurions à peu près la même masse. C'est-à-dire que notre masse, la masse de notre corps, ne vient pas, pour l'essentiel, de la masse de nos particules élémentaires. Okay. Dans votre corps, il y a des protons, des neutrons, des électrons, c'est tout. Donc en gros, il y a des quarks, puisque dans les protons et les neutrons, il y a des quarks, et puis des électrons. Donc dans votre corps, il n'y a que des quarks et que des électrons, c'est tout. Et donc, si vous pesez, ou si vous ajoutez les sommes de tous ces quarks, vous trouverez une masse qui est quelques pourcents de votre masse totale. Autrement dit, votre masse ne vient pas de la masse de vos constituants. Alors d'où vient votre masse? Elle vient du fait que vos constituants interagissent les uns avec les autres. Par exemple, dans vos protons, il y a des quarks qui interagissent très fortement en échangeant des gluons. Et à cette interaction entre quarks ou entre autres particules est associée une énergie d'interaction, E égale mc2, comme vous savez. Donc cette énergie d'interaction correspond à une masse effective. Et donc c'est ça qui fait votre masse. Votre masse vient des interactions entre vos particules et non pas de vos particules elles-mêmes. Et donc si le boson de Higgs n'existait pas, les particules élémentaires auraient une masse nulle, mais elles continueraient d'interagir, de sorte que vous conserveriez l'essentiel de votre masse, puisque cet essentiel de votre masse est lié aux interactions entre vos particules. Donc je ferme cette parenthèse et je reviens à mon histoire. En gros, et vous savez, en physique, il faut toujours se méfier des analogies parce qu'elles sont toutes fausses. Donc, je vais vous donner une analogie, vous en retiendrez l'idée essentielle, mais pas tout, parce que si vous la prolongez trop, ou si vous la prenez trop au sérieux, ça vous induira en erreur. Et donc, l'analogie que je vous propose est la suivante. L'idée qu'ont ces trois physiciens, d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que Higgs a publié son papier sous la même forme, une page et demie de calcul. C'est à peu près le même calcul. Ils ne s'étaient jamais parlé. D'ailleurs, Brout est mort il y a quelques années, mais Englert et Higgs
qui sont des messieurs très âgés aujourd'hui, se sont rencontrés pour la première fois le 4 juillet 2012 dans l'amphithéâtre du CERN, quand on a présenté les résultats des expériences. C'était jamais vu avant. Et même jamais écrit, n'avaient jamais correspondu, mais ils avaient eu la même idée. Et l'idée est la suivante. C'est, imaginons que dans le vide, il y a un champ. Alors ce qu'on appelle un champ en physique quantique, c'est un champ quantique. C'est un champ quantique, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais c'est en gros l'équivalent, en l'occurrence, d'un champ de neige. Ce qu'on appelle un champ scalaire, justement, c'est-à-dire un champ dont l'amplitude peut être décrite mathématiquement par un nombre simple. Pour un champ de neige, c'est par exemple l'épaisseur de la neige. Et bien là, on va dire, dans le vide, il y a un champ d'épaisseur constante, qui est le même partout, donc il est homogène, il est uniforme, l'intensité ou l'épaisseur est la même en tout point de l'espace. Et ce champ de neige, c'est l'équivalent de ce qu'ils appellent dans leur article le champ de Higgs, enfin, qui va s'appeler plus tard le champ de Higgs. Okay. Maintenant, les particules. Ben, les particules, comme le disent les équations du modèle standard, elles ont une masse nulle. Elles n'ont pas de masse. Mais elles ont des skis. Elles ont des skis. Et donc les particules ont des skis, ce qui fait qu'elles glissent sur le champ de neige, qui est le champ de Higgs. Et vous voyez que la façon dont une particule va glisser va dépendre de la qualité de ses skis. Si elle a des skis qui sont très bien fartés, elle va glisser sans frottement. Nous qui la regardons, nous dirons, tiens, elle a une masse nulle, et sa vitesse est égale à celle de la lumière. On dira même l'inverse, on dira, tiens, on la voit aller à la vitesse de la lumière, parce que vous savez qu'en physique, une particule de masse nulle va forcément à la vitesse de la lumière, donc on voit une particule qui va à la vitesse de la lumière, on dit, tiens, elle a une masse nulle. En revanche, une particule qui a des skis mal fartés, elle va glisser sur la neige avec difficulté, d'autant plus de difficulté qu'elle sera mal fartée. Il va y avoir du frottement. Ce frottement va empêcher la particule d'aller à la vitesse de la lumière. Nous qui la regardons, nous dirons, tiens, elle va moins vite que la lumière. Et nous lui attribuerons une masse d'autant plus élevée que sa vitesse sera faible. Autrement dit, dans ce schéma-là, qui est génial, la masse n'est plus une propriété intrinsèque des particules, c'est une mesure de la mauvaise qualité du fartage de leur ski. Et donc la question est de savoir, est-ce que ce champ de neige existe ?